Bonjour, pour cette nouvelle édition de Conversation avec, je reçois Monsieur Michel Rocard, député, sénateur, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Premier ministre de François Mitterrand, fervent défenseur de l'Europe et député européen 15 années durant. Michel Rocard incarne l'homme politique par excellence. Il a mis fin à sa carrière politique en 2009, 40 ans après son premier mandat d'élu de la République. Il est aujourd'hui ambassadeur de France chargé de la négociation internationale des pôles arctiques et antarctiques. Et nous sommes très heureux et très honorés de recevoir cet homme au franc-parler qui a su rester fidèle à ses idées et à ses convictions. Bonjour Michel Rocard. Bonjour. Je suis très fier que vous ayez accepté notre invitation, très fier et très honoré. J'ai été honoré par votre invitation. Plaisir donc partagé. Je vous propose d'évoquer ensemble votre vie politique dans un premier temps, que vous nous fassiez part de vos plus belles réussites et peut-être de quelques regrets. On évoquera dans un deuxième temps votre combat en faveur de la préservation de l'Arctique et de l'Antarctique. Et puis enfin, pour terminer, une thématique qui m'est chère, le logement, vous le savez. J'aimerais avoir votre vision du logement aujourd'hui ou peut-être au fil des années. La première question que j'aimerais vous poser sur votre vie, qui a été extrêmement riche, si on revient à l'âge de 20 ans, Oui. auriez-vous imaginé la vie que vous avez pu avoir, que vous avez eue? Quand j'ai 20 ans, c'est en 1950. C'est l'année même où je vais un peu changer de vie. Puisque jusque-là, j'ai été un élève studieux et assez sensible au panache de la trace de mon père, qui est une trace dans la création scientifique, dans l'invention scientifique. En fait, à 19 ans, à 20 ans, que j'adhère aux étudiants socialistes et CFIO, je suis entré en politique bénévole, mais pas de manière professionnelle permanente, et surtout pas de manière rémunérée. Donc je suis un militant politique amateur, comme des millions. Et à l'âge de... Alors, ça me permet de faire la transition. À l'âge de 38 ans, vous annoncez en 1969 votre candidature à la présidence de la République. Et j'ai retrouvé une petite vidéo que j'aimerais vous soumettre. Et c'est le journaliste M. Guibert qui vous interviewe et qui vous pose une question qui m'a interpellé. Est-ce que vous pensez que vous êtes un homme d'avenir? On verra bien. Comment voulez-vous que je le sache? Ce que je crois plus important de dire, c'est que j'ai l'impression de me battre pour une force et pour un projet d'avenir. Cette réponse, c'est la pure et simple vérité. Cela étant, probablement, je l'inspirais sans en être sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez après toutes ces années et tous ces combats politiques? Est-ce que finalement, vous percevez comme avoir été un homme d'avenir? La politique est une affaire collective, de courant, de rassemblement d'hommes et de femmes. Je ne sais pas traiter mon cas personnel isolément. D'accord. J'ai été un réveilleur d'idées. Réveilleur parce que je suis dans une tradition qui commence avec Jaurès, qui continue avec Léon Blum, qui continue avec Mendès France. Alors, lors de vos 40 années de votre parcours politique extrêmement long, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier? Ou les choses, il y a peut-être plusieurs choses dont vous êtes extrêmement fier. Écoutez, c'est compliqué à dire. Le plus voyant, c'est assurément d'avoir réussi la négociation de la réconciliation, de la paix civile en Nouvelle-Calédonie, où il y avait une guerre civile commencée. Comme c'était la 4e explosion d'émeutes sur ce territoire depuis un siècle et quelques, ça a surpris tout de même. Et ça voulait dire que j'ai traité ce problème avec une méthode inhabituelle en France. En tout cas, ça a réussi. Je suis assez fier de ça. La création de la CSG pourrait bien être une des choses les plus lourdes que j'ai faites. La CSG, j'ai failli tomber quand je l'ai mise en place, puisque j'ai eu une notion de défiance contre moi. Et la somme de tous ces gens donnait une majorité de 12 voix pour casser la CSG. Or, on en a échappé, et elle est maintenant beaucoup plus forte
qu'elle n'était à l'époque, peut-être même un peu trop, parce que c'est un impôt brutal, je l'avais dit moi-même en le créant. Ça ne veut pas dire que c'est un impôt parfait, mais c'est un impôt juste. Tout à l'heure, vous avez parlé d'indiscipline chez certains hommes politiques. J'aimerais qu'on revienne sur la notion de courage. Oui. Question qui semble être compliquée, mais j'aimerais avoir votre avis sur la question. Trouvez-vous que les hommes politiques sont des gens courageux? Ça arrive, beaucoup plus souvent qu'on ne croit. Pour la plupart des gens, il peut être dans la manière dont vous me questionnez, le courage, c'est de résister à ses électeurs, c'est-à-dire de se faire battre. Quand on a en politique une idée importante et juste, il faut le temps de l'appliquer. Il faut que ça passe. Et s'il avère qu'avec une idée importante et juste, l'opinion n'est pas favorable, on va avoir quelques occasions de rencontrer le désaccord où l'homme politique courageux tiendra contre l'avis de l'opinion. Je me souviens d'une immense levée d'admiration pour Pierre Mendès France, que j'aime beaucoup, qui fut mon ami d'ailleurs, en même temps que mon patron. Il était d'une attitude presque provocatrice avec l'opinion publique. Quand elle n'approuvait pas ses intuitions modernisatrices, qui confinaient au suicidaire. Alors on peut dire courageux, moi j'avais une certaine tendance à dire suicidaire. Il faut bien examiner de quoi on parle et en fait faire porter le jugement sur le fond. Il n'y a pas que la morale là-dedans. Alors, maintenant j'aimerais qu'on passe à notre deuxième thème, Monsieur Rocard. Depuis quelques années, vous êtes ambassadeur de France pour la défense des pôles, Arctique et Antarctique. Pour les relations internationales concernant les pôles. Tout à fait. Vous avez 15 petits-enfants. Oui. Et une arrière-petite-fille, je crois. Oui. D'accord. Comment vous leur expliquez le réchauffement climatique? Doucement les masses. La moitié de toute cette population n'est pas encore capable d'en se prendre tout ça. Mais à mes enfants, j'expliquais simplement la vérité, parce que la vérité est assez simple. Un peu comme la glace sur une vitre, pour une serre, la couche de l'atmosphère protège la chaleur qu'il y a sur la Terre. Comme elle est là, elle nous arrive du Soleil, ce sont des rayons de chaleur qui viennent du Soleil. Au redépart, l'atmosphère les empêche de passer en partie. C'est ça l'effet de serre. L'effet de serre, c'est la préservation d'une température moyenne. Toujours est-il que nous vivons maintenant un détraquement parce que nous avons inventé un système industriel, la civilisation industrielle, qui produit de la chaleur, bien sûr, mais surtout du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique, il joue aussi un rôle d'effet de serre. C'est ça qui fait qu'on a un réchauffement qui, à l'échelle historique, est extraordinairement rapide. Alors, votre mission d'ambassadeur des pôles, on peut en parler Alors, quelques mots? pas des pôles, les malheureux. Donc, pour charger des pôles. Vous faites bien de me corriger. Donc, elle consiste en quoi exactement? Cette mission de puissance publique, et ça consiste à traiter le problème suivant. Il y a deux pôles, comme vous savez, le nord et le sud, l'Arctique et l'Antarctique. Mais en dehors du froid, ils n'ont rien de commun. En Arctique, il n'y a que de l'eau, encerclée par des continents, puisque les riverains de l'océan Arctique, c'est la Russie, le Canada, les États-Unis, la Norvège, le Groenland. En Antarctique, il y a un seul continent et pas de terre autour. Et sur ce continent, vous avez une énorme calotte glaciaire qui frise les 3 km d'épais. Alors, le réchauffement climatique, notamment en Arctique, c'est-à-dire là, les activités humaines sont principalement développées dans le nord. Au fur et à mesure que l'Arctique se réchauffe, tout ce qu'on n'a jamais pu y faire commence à devenir possible. Le voyage, la recherche scientifique, la navigation commerciale, le tourisme, le forage pétrolier et tout ça. L'ambassadeur chargé pour la France des affaires polaires, il est chargé des négociations des règles du jeu pour avoir un usage non aggravant
d'une zone arctique qui devient d'usage possible. Je gère les conséquences du réchauffement climatique, je ne gère pas ses causes. Vous avez un pouvoir d'action? Dans une négociation, il faut se mettre d'accord à beaucoup. Un traité international, il faut 50 nations d'accord pour faire quelque chose. Il arrive que vous puissiez provoquer un accord et provoquer une décision collective. Ce fut mon cas à propos de l'interdiction du forage pétrolier ou du forage de fer, de charbon, d'uranium, de gaz sous l'Antarctique. Il se trouve que je suis l'homme politique qui a déclenché le mouvement d'opinion qui allait dans ce sens, dans une situation, c'était très compliqué. Pour terminer sur cette partie-là, assez succinctement, a eu lieu la COP21 il y a quelques mois. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un succès. Vous en pensez quoi, vous? On pourra peut-être dans 4 ou 5 ans dire que c'est un succès. Ça se confirmera au comportement général de toutes les nations concernées dans les années qui viennent. Il y a des choses à ratifier, à signer, à faire ou à pas faire. On verra bien si elles le font. C'est une affaire difficile. Nous sommes en train de détruire la maison où nous vivons. Clairement. C'est à peu près établi aujourd'hui. La climatologie est une aventure de jeunes prophètes convaincus qui ont peu fait d'autre chose de leur vie et qui sont plus aventuriers et explorateurs qu'ils ne sont vraiment scientifiques. En 1972 sort le grand manifeste, le cri d'alarme écologique. Il est signé d'un club sérieux qui s'appelle le Club de Rome. Il s'appelle Halte à la croissance et il décrit comment, à travers la pollution physique, à travers la pollution chimique, à travers le surencombrement des déchets, l'humanité est en train de massacrer le lieu où elle vit, de se rendre la vie totalement impossible. Et décision est prise de faire un immense colloque du monde, une assemblée générale de l'ONU, qui s'appellera le Sommet de la Terre, qui va se tenir à Rio de Janeiro en 1992 pour traiter de la pollution. L'effet de serre n'est pas encore à l'ordre du jour. François Mitterrand est réélu, je me trouve Premier ministre, et c'est moi qui dis à François Mitterrand, mais Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas cette occasion de proposer à l'humanité d'ouvrir le combat pour la création d'un droit de l'homme à un environnement salubre. Et l'appel à faire ça se signe à La Haye en mars 88. J'en suis l'inventeur, le rédacteur initial d'ailleurs. Je suis même très fier. Résultat, l'effet de serre passe à l'ordre du jour de tout l'ONU, du sommet de la Terre. Et le résultat du sommet de la Terre de 92 est une énorme machine qui s'appelle la CCNUCC, qui décide que tout ça est tellement grave qu'il faut que le monde y travaille chaque année. Il y aura chaque année une conférence, soit technique, soit décisionnelle, pour faire avancer les recherches, faire avancer la décision et se battre contre l'effet de serre. Si bien que chaque année, il y a COP. La seule qui est vraiment fait un petit quelque chose, un petit pas en avant, est celle de Kyoto, qui était la 3e, COP 3. C'est ainsi qu'on enchaîne l'histoire où 21 COP s'enchaînent sans que rien se produise, des catastrophes. Un demi-succès, Kyoto, il n'est pas enterré, c'est pas vrai, il subsiste. Les quotas européens, je n'ai pas le temps de détailler. Toujours est-il que la 21e, François Hollande a l'idée de la faire voter à Paris. Et c'est un succès, on ne sait pas encore. Il n'y a eu aucune décision commune obligatoire prise pour le monde. Pas d'impôt sur la production de CO2. Pas d'impôt sur n'importe quel autre élément fiscal lié à l'énergie. Pas de réglementation interdisant telle ou telle manière de produire de l'énergie. Rien de tel. Toutes les nations membres, il y avait combien? 180, 190 présents. Et chacune émet un avis sur l'effet de serre.
et surtout sur ce qu'elle croit possible de faire chez elle pour diminuer sa propre production de gaz à effet de serre. Or là, la somme des intentions de diminuer sa propre production de gaz à effet de serre, gaz carbonique à titre principal, est la meilleure qu'on ait enregistrée. C'est aussi là, c'est un deuxième succès, que le diagnostic est le plus étendu. À ce titre, c'est légitime de prétendre que la COP21 est un accord. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a encore pas de mesures très contraignantes là-dedans. D'autres parties prenantes que des États sont intervenues. On a eu une expression des régions sur l'initiative de l'acteur californien là, Schwarzenegger, avec l'accord d'Anne Hidalgo. Il y a eu un grand mouvement des régions. Ils sont venus 400, je crois bien, venir dire qu'il y a une responsabilité régionale. Le combat contre l'effet de serre n'est pas qu'une affaire de l'État. Donc qu'elles mèneront ce combat, qu'elles prennent des engagements et qu'elles les disent. Ce qui veut dire que vous avez un deuxième étage de droit. Un droit national et en dessous du droit national, un droit public régional. Aux États-Unis, où l'administration fédérale est scandaleuse depuis très longtemps, elle a été débordée par des villes et des régions. On a décidé cette mobilisation d'entreprises, les très grandes entreprises. Et elles sont seules au monde à avoir la puissance, elles, d'essayer de s'y prendre autrement et de changer quelque chose. Et donc on a eu à la COP21 une présentation d'un certain nombre de chartes de l'environnement de grandes multinationales, d'engagement de grandes entreprises ou de regroupements d'entreprises. Et donc la masse des forces, des structures, des intentions qui a manifesté dans le bon sens l'opinion est la meilleure qu'on ait jamais eue. Voilà, on ne peut pas dire que c'est un échec. Il n'y a pas encore de décision commune du monde sur une gestion globale de l'énergie mondialement. Alors, vous avez dit qu'on était en train de détruire la maison dans laquelle nous habitions. Ça me permet de faire la transition sur notre troisième thématique, celle du logement. Nicolas Sarkozy voulait une France de propriétaires. Est-ce possible d'après vous? Est-ce possible? Et est-ce souhaitable d'après vous d'avoir une France de propriétaires? La France fait partie des pays du monde où il y a le plus de propriétaires. Ça ne l'arrange pas. Le fait d'être propriétaire est parfois une entrave à la recherche de l'emploi. On n'a pas envie de déménager ou on ne peut pas. En plus, il y a le problème de la manière dont on le devient. Parce que ce qu'il faut dire quand on rappelle cette position de Sarkozy, il proposait de recopier le système de financement par les prêts surtaxés. Nous nous apercevons que l'immobilier est une entrave à la bonne marche tranquille de l'économie. Et en tout cas, un lieu de création de spéculation. Nous avons donc depuis longtemps pensé qu'il fallait que l'État s'en occupe, et l'État n'a pas su bien s'en occuper. Et donc la politique du logement française est pleine de règles, servitudes, contrôles, exigences qui ne fonctionnent pas très très bien. C'est pas notre aéronautique, ni notre nucléaire, ni nos TGV. Clairement. D'après vous, on peut allier le bâtiment et le développement durable? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait avec le bâtiment, ni non plus avec quelque chose de connexe qui est la filière bois. Ce qu'on a su faire, d'une part, avec l'énergie nucléaire, deuxièmement, avec l'agriculture, une spécialité nationale avec plein de cervelles, plein de recherches, et donnant à la France une carte de premier plan. On sait faire ça en agriculture, en agroforesterie, etc. On n'a pas su le faire sur le logement. C'est une espèce de mystère. Michel Rocard, j'ai une dernière question, plus personnelle. Avez-vous eu la vie dont vous rêviez?
J'ai eu une vie heureuse, dont je n'ai pas honte. Je suis même plutôt fier de la vie que j'ai eue. Oh, c'est déjà pas mal. Je vais me coucher content. Et sans honte, sans vindicte. Personne n'a... Je ne laisse pas de dette. Mais j'ai plutôt été tenace et volontaire que rêveur. Donc la vie dont je rêvais, je ne sais pas très bien ce que c'était. Moi, je suis né en 1930, c'est-à-dire la génération de la guerre, à titre principal. Pour cette génération-là, le cœur de la civilisation et de la vie, c'est la paix. D'où cette idée d'empêcher la guerre par la création d'une Europe qui, sur le continent où il y a le plus de peuples parlant des langues différentes et ne s'aimant pas beaucoup, saurait créer la paix entre eux. Ma vocation était européenne, et nous sommes en train d'assister à la mort de l'Europe maintenant. Et ça, c'est quand même une immense tristesse. Parce que nous sommes toujours dans un monde énormément dangereux, stupidement dangereux. Et il y a, pour un homme politique qui a travaillé sur les problèmes de la paix, il n'y a pas de quoi être très fier ni très sûr de soi. Parfait. Michel Rocard, je vous remercie. Merci d'avoir accepté de passer un moment avec nous. Je vous en prie. On est très très heureux que vous ayez partagé votre Je vous en prie. richesse et votre expérience. Nous avons terminé. Merci encore.